peut-être ça en fait. Ça n'est peut-être que ça. C'est l'écart qu'il y a entre notre intention et son accomplissement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais vous faire part d'un mot, un mot qui m'a enchanté, que j'ai appris il y a une quinzaine de jours, et que je voudrais vous livrer parce que je me doute que certains d'entre vous le connaissent, mais d'autres ne doivent pas le connaître parce que c'est un mot qui n'est pas très usité et qu'on pourrait tout à fait verser dans la corbeille de la définition de l'aventure. Ce mot, c'est le mot hétérotélie. Alors les jeunes gens, les jeunes collégiens qui sont là, qui font encore du grec et du latin et des humanités antiques le savent, mais pour les personnes âgées, je rappelle que hétérotélie, ça vient naturellement de la racine autre, hétéro, et en général on l'utilise souvent pour désigner d'ailleurs une pratique de la volupté, mais dans ce cas-là le suffixe n'est pas tout à fait le même. Hétéro, préfixe autre, et téli, télos en grec, le but, le motif. Hétérotélie, un autre but. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hétérotélie, c'est l'espace qui sépare, c'est une action quand elle atteint un but qui n'était pas du tout le but rêvé. Par exemple, je vous donne un exemple. Un homme comme Swann, dans La recherche du temps perdu, est amoureux d'une femme qui s'appelle Odette. Il travaille à la séduire. Il croit qu'il va décrocher son bonheur si jamais il réussit à séduire l'objet de son désir. Il la conquiert, il la séduit, il vit avec elle et il va être malheureux. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout celle qu'il attendait. Voilà, c'est aussi simple que ça, l'hétérotélie. C'est quand on a un but et puis qu'il ne se réalise pas. Ça paraît banal, hein, mais il faut réfléchir à cette notion-là parce qu'elle est permanente dans la vie. En fait, toutes nos vies sont faites d'hétérotélie. Nous avons des intentions, nous visons des objectifs, et lorsque nous nous retournons sur le chemin parcouru, nous nous apercevons que nous ne sommes pas du tout à l'endroit que nous avions espéré. C'est donc une notion qui est à la fois très belle dans sa définition et très banale, hélas, dans son accomplissement. On pourrait donner un autre exemple d'ordre géopolitique, par exemple. La coalition occidentale en 2001 se lance dans une grande aventure politico-militaire en Afghanistan pour débarrasser le pays des talibans. 2260 milliards de dollars sont investis dans la guerre menée contre la puissance talibane entre l'année 2001 et cette année. Et 20 ans plus tard, les talibans sont revenus mieux préparés, mieux armés et beaucoup plus au fait de la manière de mener le pouvoir. Voilà une hétérotélie d'ordre géopolitique. Eh bien, je vais arrêter maintenant parce qu'on pourrait passer la soirée à parler d'hétérotélie, mais il faut y penser dans l'ordre individuel et dans l'ordre collectif. Mais l'hétérotélie pourrait constituer une très belle définition de l'aventure. Je voulais simplement vous livrer ce mot parce que quand on regarde un film d'aventure, peut-être faut-il y penser. Voilà un alpiniste qui rêve de gravir une montagne, peut-être va-t-il y arriver, mais il se sera surtout beaucoup métamorphosé lui-même. Et ça, c'est un but qu'il ne soupçonnait même pas. Et elle est peut-être là, l'aventure, dans ce magnifique interstice qui sépare les termes entre l'intention, la perspective et le bilan. Alors, moi, je propose, si vous me permettez, de découper la rapide exposition que je vais vous faire de ce qui est pour moi l'aventure comme école de vie en trois moments. J'allais dire trois parties, mais justement, je ne veux pas trop pontifier comme un universitaire. Donc, plutôt que d'user d'un découpage de parties, je vous propose d'utiliser un découpage temporel, chronologique. Les trois parties, c'est le moment où l'on commence un voyage, deuxième partie, le moment où on l'accomplit, et troisième partie, ce que l'on en retient. Si bien que si on redéfinit ça sous des formes de questions, pourquoi part-on? Qu'est-ce qu'on fait une fois parti? Et que fait-on une fois rentré? Le début, le milieu et puis la fin. C'est donc un fil chronologique qui va me servir à articuler cette présentation. Alors je vais consacrer un peu moins de 10 minutes à chacune de ces parties. Pourquoi partons 10 minutes? Que faire une fois parti 10 minutes? Que faire une fois rentré 10 minutes? Ça fera une demi-heure et il nous restera un moment, un quart d'heure pour les questions. Pourquoi partons?
Hier, Daniel Fievel lançait le festival de l'aventure, et me posait la question. Alors j'ai fait une sorte de très rapide exposé de, selon moi, du principal motif, du plus important, souvent du plus ignoré, en tout cas du moins exprimé des motifs qui conduisent les aventuriers à mener des aventures. Ce motif, c'est le motif de l'échappée, en vue d'essayer de reconquérir, ou de conquérir tout court d'ailleurs, une liberté qui nous est souvent volée. Pour moi, c'est l'un des grands motifs de l'aventure, et c'est en cela que j'en fais une école de vie. Je crois que l'aventure, qu'elle soit scientifique, personnelle, sportive, écologique, qu'elle vise à se dépasser soi-même, à progresser dans les champs de la connaissance, à explorer le monde, à le cartographier parfois, à faire avancer la connaissance en général. Je crois que la plupart du temps, et tous les films que nous voyons depuis hier et que nous verrons encore demain le prouvent, le montrent et l'expriment et le manifestent hautement, tous les films prouvent que l'aventure est un renversement total des propositions, des injonctions à la prudence que nous livrent les administrations qui régissent les grandes sociétés occidentales depuis maintenant quelques décennies. Et je crois que le succès de l'aventure comme phénomène de société qui se déploie partout dans l'édition, dans les festivals, dans les films, dans les agences de voyage, d'ailleurs parfois qui proposent de vivre l'aventure, ce succès tout à fait nouveau est un phénomène de société qui correspond très bien par une manière vous savez, d'inversement, de reflet inversé, qui correspond à son absence dans nos vies ordinaires et quotidiennes. C'est-à-dire que jamais les sociétés du parc humain n'ont été aussi régies, aussi régulées, et jamais n'ont-elles autant aspiré à l'aventure. C'est une vieille constante de l'histoire anthropologique et de l'histoire humaine. À chaque fois qu'il manque quelque chose, eh bien on l'appelle, on le désire, on le célèbre à corps et à cri. Je vous donne un exemple de cette espèce de propension que l'administration centrale possède à essayer de nous réguler. Je vois des panonceaux dans le métro qui nous sert à venir au Festival de l'Aventure, au 104, des panonceaux qui indiquent préparer ma sortie facilite ma descente. Voilà ce que, si vous voulez, une administration centrale, bureaucratique, technocratique, produit comme message à ses concitoyens. Préparer ma sortie facilite ma descente. C'est-à-dire une langue quasiment de kinésithérapeute qui s'adresse à un quasi mourant qui est en pleine réadaptation pour essayer de continuer à vivre, quoi. Et de la même façon, vous aurez entendu ce matin, comme moi, et comme vous entendrez ce soir, et comme vous entendrez demain, cette espèce de petite musique qui est serinée par le haut-parleur général de l'administration centrale, c'est-à-dire du gouvernement du parc humain, pour reprendre l'expression de Peter Sloterdijk, cette expression qu'on entend à longueur de journée et qui est devenue la musique d'accompagnement de l'autorité centrale, de la gouvernance, pour votre confort et votre sécurité. Pour votre confort et votre sécurité. Pour votre confort et votre sécurité, une caméra vous regarde. Pour votre confort et votre sécurité, une caisse enregistreuse vous enregistre. Pour votre confort et votre sécurité, un bracelet électronique vous ceint. Pour votre confort et votre sécurité, restez dans les clous. Pour votre confort et votre sécurité. Le dernier endroit qui échappe encore à la matrice d'observation, c'est l'alcôve. Mais pas pour longtemps. Un jour, au-dessus du plafond de nos lits, le baldachin, pour ceux qui vivent encore dans des dispositions d'architecture intérieure héritées du XIIe siècle, ou le matelas jeté par terre pour ceux qui pratiquent encore l'exercice de la volupté dans des circonstances beaucoup moins confortables, il y aura bientôt la caméra de vidéosurveillance pour votre confort et votre sécurité. Vous regardez. Alors, je crois que l'administration centrale des sociétés occidentales très urbanisées, très technique, très industrialisée, est contrainte de réguler les masses parce que la pression démographique, tout ça, vous connaissez, il ne s'agit pas là de faire
une espèce de mauvais cours magistral de sciences morales et politiques, mais la pression démographique doublée d'une circulation planétaire effrénée autour du globe a contraint les administrations humaines à régir en permanence nos faits et gestes. C'est normal. C'est ce qu'on demande à une administration technocratique de faire. Tout le monde est là pour ça. Une société est là pour essayer de prendre la tangente et une administration de régulation est là pour réguler. Dans l'ordre de l'espace et du mouvement, celui qui nous intéresse, dans l'ordre de la géographie, cette tentative de régulation permanente s'appelle l'aménagement du territoire. C'est la régulation de la liberté qui commence par la réduction de la liberté du mouvement. J'ai le souvenir, moi, en mai 2020, lorsque la levée d'écrou de la pneumonie mondiale a été décrétée par les autorités françaises, ça devait être en mai de l'année 2020. Je me souviens que, comme tout le monde, je suis allé me promener dans les bois et j'étais sur les contreforts sud du Vercors, au pied de la paroi de Glandas, que certains d'entre vous connaissent, avec mes cordes d'escalade prêts à faire une ascension. Et j'ai vu un panneau extraordinaire que je n'avais pas vu encore, un panneau qui avait été accroché par l'ONF, l'Office national des forêts, avec la Marianne, Liberté, Égalité, Fraternité, Office national des forêts. Et il y avait ce panneau-là qui était accroché à un arbre, et il y avait marqué « Demi-tour, changez vos projets ». Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire parce que ça, c'est exactement la quintessence absolue de l'espoir bureaucratique et technocratique de cette société du confort et de la sécurité. Changez vos projets, ne bougez plus. Voilà. Je crois que bientôt, on verra l'obligation de porter un casque quand on est un piéton, peut-être des régulations de vitesse dans la piste de kilomètres lancés à ski, un balisage de hors-piste, des parapets dans la montagne, ça arrive d'ailleurs déjà un peu sur le parcours de la voie normale du Mont Blanc, et puis une route du Rhum qui sera annulée parce qu'il y a trop de vent. On verra ces choses-là, nous en prenons doucement la trajectoire. Eh bien je crois, et puis j'en arrête là parce qu'on pourrait longuement énumérer ces espèces de légers grincements qui commencent à nous étreindre un peu mélancoliquement l'âme, je crois que l'aventure, c'est ça que je voulais vous dire, je crois que l'aventure, au départ, lorsqu'on choisit de l'embrasser, lorsque l'on choisit de partir, je crois que l'aventure permet d'échapper à cette énorme entreprise de régulation et de législation. Et je voudrais conclure en lisant 3 lignes d'un grand russe qui s'appelle Alexandre Solzhenitsyn et dont vous vous souvenez tous du grand discours tout à fait fondateur en 1978 à Harvard, quand il s'adressait aux Américains, chez qui il était venu se réfugier. Et Solzhenitsyn a fait un discours en pointant un penchant qui était en train de prendre et vers lequel était en train de verser les sociétés occidentales qui l'accueillaient, et qui était cette tentation de la législation intégrale, cette tentation du droit, non plus comme rétablissement de la justice, mais comme contrôle absolu des faits et gestes de tous les individus. Il disait ceci: lorsque toute la vie est ponctuée de rapports juridiques, alors il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme. Et bien voilà, je crois que nous y sommes dans ce rapport juridique permanent. Chaque pas aujourd'hui, chaque tentative de prendre une tangente, une issue de secours, une contre-escarpe, un escalier de service, chaque mouvement de tangente, chaque tentative de prendre la rocade périphérique se voit immédiatement assignée en justice, si je puis dire, ou en tout cas se voit contrôlée par l'extraordinaire arsenal juridique qui a été mis en place depuis quelques années. Voilà, et je crois qu'il reste un territoire de la liberté, auto-créé par celui qui se lance dans l'aventure. Ça peut être la paroi de la montagne, ça peut être la forêt, ça peut être l'affût où on regarde un loup,
ça peut être d'ailleurs le mobilier urbain sur lequel hier le Mathias, le champion, faisait du BMX. C'est tout ce qu'on choisit comme étant un territoire de la liberté qui permet d'échapper à la norme et dans lequel peut-être on aura la grâce de vivre une hétérotélie. Alors ça, c'est le premier motif de l'échappée, de l'aventure, qui est le motif de l'évasion. L'aventure comme école de l'insolence. Il y en a un deuxième, on est toujours dans la première temporalité. Pourquoi part-on? Pourquoi veut-on partir? Je crois qu'il y a une deuxième raison, un deuxième motif, qui est beaucoup plus psychique, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus, comment on pourrait dire, spirituel peut-être, qui ne concerne pas simplement l'envie de prendre l'air et de prendre le large, le grand large. Non, c'est plus intérieur, c'est simplement qu'on part, on se lance dans l'aventure parce que c'est un vieux penchant profondément enfoui dans l'homme, avec un petit H, hein, dans le français académique, l'homme c'est l'être humain. C'est le motif spirituel de l'aventure. C'est celui qui est le plus brûlant, peut-être le plus banal, parce que nous l'avons tous en nous, et c'est celui qui est le plus difficile à cerner, parce que je crois que, mais c'est très banal ce que je dis, mais tout individu normalement constitué est écartelé, tiraillé entre deux contraires, une envie de fixité et une envie de mobilité, quoi. Le foyer d'un côté, avec la famille, puis l'aventure de l'autre, la table de chevet et la table d'orientation, le jour et la nuit, quoi, la femme et l'amante. C'est un problème, parce que c'est ça une vie, c'est de funambuler, comme on disait autrefois, sur la fine arête, avec d'un côté le versant du soleil, la jolie vie, merveilleuse, douce, la famille, la transmission, le foyer, la lampe de chevet, la bougie qui brûle, le gigot du dimanche, et puis de l'autre le bivouac, l'aventure et les grands larges. Alors moi ça m'intéresse beaucoup cette question. La question du tiraillement est une question éminemment littéraire, qui a d'ailleurs obsédé beaucoup d'écrivains de l'aventure. Joseph Kessel, qui aurait pu être l'immense parrain d'un festival de l'aventure, qui était un homme du Grand Nord, du Grand Large, du Grand Est, du Grand Sud et du Grand Ouest. Joseph Kessel a très bien formulé ce tiraillement dans Les Dames de Californie. Il explique que, je le cite, je n'ai jamais pu résoudre cette équation entre l'arrêt et le mouvement. Voilà, il est là le tiraillement. Et je crois que l'un des motifs de l'aventure, cette espèce d'envie tout à coup d'ouvrir la fenêtre, de prendre l'air, c'est quelque chose de très banal et que nous sentons tous très profondément en nous, quoi. C'est une sorte d'appel, non pas d'appel de la forêt, mais d'appel de la route, quoi, d'appel du grand large. Certains hommes répondent d'abord au mouvement, avant ensuite de s'installer dans l'arrêt. Ça s'appelle la vie, c'est Flaubert. Souvenez-vous de Gustave Flaubert qui a vécu une vie tout